Bonjour à tous. Pour la distance micro, c'est bon? Je vous prie de m'excuser pour ma voix, mais j'ai pas le Covid et je me suis fait tester. Il n'y a pas de souci. Donc, on m'a proposé d'intervenir sur la QVT des directeurs, sous, bien entendu, un angle juridique. Alors, à titre liminaire, bien entendu, je ne vais pas du tout rentrer dans la logique de la QVT au sens du droit social, c'est-à-dire du droit du travail sur les obligations de mise en œuvre, les responsabilités d'employeur. Je vais vous proposer un champ un petit peu plus large qui consiste en fait à une ébauche d'analyse systémique juridique pour essayer de vous démontrer, les évolutions perceptibles ou non du secteur social et médico-social au travers des différentes lois, et essayer d'approcher ce système en prenant trois pôles majeurs compte tenu du temps qui m'est imparti, à savoir, sur un premier temps, bien entendu, ce que l'on appelle en droit le droit de l'action sociale, le code de l'action sociale et des familles, en illustrant au travers d'exemples les dérives du système et la méconnaissance par les opérateurs de ce qu'est la règle. Pour continuer ensuite ce qu'on appelle en droit le droit social, qui est plus connu dans le jargon comme le droit du travail, mesurer là encore les évolutions qui n'ont pas été perçues à juste titre par le secteur et le décalage terrible qui est en train de s'opérer entre les pratiques dites managériales modernes et le système actuel associatif vieillissant. Pour terminer enfin, bien entendu, sur ce qu'on appelle le droit de la responsabilité, à savoir rôle et place d'un directeur d'établissement face à ces confluences de normes qui doivent normalement faire un système. Donc l'objectif de mon intervention, il est essentiellement de vous faire comprendre deux choses. La première et la plus importante à mon avis, c'est l'affaiblissement de la règle. C'est-à-dire que dans un système juridique normatif, la règle, normalement, doit avoir une temporalité. Une loi s'inscrit dans un temps long. Aujourd'hui, c'est terminé. L'affaiblissement du système juridique n'est que le symptôme du délitement de la norme sociale. Ça, il faut bien le comprendre. On n'a pas fait autant de normes dans le secteur dit médico-social en 20 ans qu'on en avait fait en 4 siècles. Il y a donc une raison fondamentale à ce délitement. La question fondamentale, moi je me la suis posée il y a 20 ans. J'avais proposé un module de formation et effectivement, personne n'a été intéressé. La question fondamentale dans votre secteur, c'est pourquoi devrions-nous contractualiser une relation d'aide? C'est ça l'essence même de la règle de droit. Pourquoi sommes-nous passés d'une relation d'aide à une relation d'action sociale? Quelle est la légitimité fondamentale à régir une relation entre un puissant et un faible par la norme du contrat? Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Les derniers avatars de la réponse accompagnée pour tous, du zéro sans solution, du mythe de la société inclusive, n'en sont que les conséquences. L'objectif de mon intervention n'est pas de noircir un tableau normatif, mais d'essayer de vous montrer qu'il existe encore des espaces à la condition expresse de mesurer la norme, non pas comme une règle isolée, mais comme un ensemble de règles, et que dans la fonction de direction, il vous reste une liberté, le choix d'arbitrer la règle qui vous va le mieux, et bien évidemment d'en assumer les conséquences. Voilà l'objectif de cette intervention, essayer de changer l'approche de la règle de droit et de lui donner une emprise beaucoup plus large, afin que vous puissiez, dans la fonction de direction, prendre un peu plus de profondeur sur la mise en œuvre d'une règle, pour en mesurer les effets, tant sur le niveau de l'action sociale que sur le niveau du droit du travail, voire éventuellement de la qualité de vie. Voilà cet objectif qui est là. Je vais donc séquencer mon intervention sur les trois champs juridiques que je vous ai déterminés, en démarrant bien évidemment par le champ qui est le plus important en ce qui vous concerne, à savoir, bien entendu, les politiques liées à l'action sociale. Avant, on appelait ça l'aide sociale. Ce n'était pas un gros mot. Maintenant, c'est le code de l'action sociale et des familles. Donc, on a changé de paradigme et c'est très important de le rappeler. Un exemple très simple d'une norme qui est bonne
en action sociale et qui est dévoyé par vous-même. Je dis bien par vous-même. C'est l'article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles. Je m'excuse pour ceux qui n'œuvrent pas dans le champ du handicap, c'est un article un petit peu technique, entre guillemets, qui a posé un principe novateur fondamental issu de la loi du 11 février 2005, qui pose le principe de l'opposabilité de la décision d'orientation à l'établissement ou au service. Il me semble que cette règle intangible est indiscutable, tant dans son principe que dans ses modalités. La rédaction de cet article ne laisse place à aucune interprétation en ce qui me concerne. Et pour autant, et c'est là la force de votre secteur, qui prônait des grands principes, notamment celui de la non-discrimination fondée sur le handicap, cet article-là, c'est la clé de voûte de la non-discrimination. Je ne donne pas à l'opérateur le choix de choisir son client, puisque c'est une autorité, entre guillemets, indépendante, départementalisée, dont on pourra dire autre chose, qui va m'imposer le client. C'est ça, la philosophie du droit de la compensation. Ce texte, quand il est tombé dans l'indifférence générale, je me suis dit, soit personne n'en a rien compris, soit tout le monde va continuer à tricher. L'option numéro 2 a bien entendu été retenue. Et vous avez poussé le vice, parce qu'il s'agit de vice à un certain moment, par notamment l'association des directeurs des AT, pour avoir une note juridique sur cet article. Il faut quand même que vous la lisiez s'il y a des directeurs des AT, qui, in fine, puisque la commande de la fédération, c'était de dire « démontez-nous cet article de loi pour que nous puissions continuer à trier les travailleurs en situation de handicap », en arrive à une analyse juridique fort alambiquée, permettant de conforter le directeur des AT dans le tri de sa population, à qui revient la faute in fine. La question, elle est là. Le problème de la norme de droit, c'est son applicabilité. La règle était simple, elle était intangible, elle me paraissait universelle. Et pourtant, elle n'est pas appliquée. Donc cela veut bien dire en action sociale que ce n'est pas un problème de règle, mais un problème d'application. C'est donc un problème de comportement face à la loi. C'est ce qui nous différencie fondamentalement des anglo-saxons. Les anglo-saxons respectent la loi, pas l'autorité. Nous, c'est le contraire. Vous, vous êtes pliés sur les autorités de financeurs, mais par contre, violer la loi ne vous pose pas de problème. Et c'est du systémique. Ce n'est pas un directeur, ce n'est pas une fédé de directeurs, c'est le système en entier qui cherche à tricher sur la règle. Soit parce qu'elle est mauvaise, et sur cet article-là, très précisément, je ne vois pas en quoi le principe de ne pas pouvoir trier un être en situation de vulnérabilité serait critiquable, soit parce qu'elle n'est pas applicable alors. Mais dans ces cas-là, ne l'écrivons pas. Et ce paradoxe, il va traduire une tension sociale au niveau de la direction. Ça va se traduire de manière très technique, basique. Qu'est-ce qu'une liste d'attente? Quels sont mes critères de sélection sur un faible? Ne me parlez pas d'éthique, puisqu'il y a des listes d'attente. Et il y a même des listes d'attente avec des priorités. Il y a même des listes d'attente avec des injonctions de l'ARS qui n'ont aucun pouvoir sur moi-même, directeur. Puisque moi, directeur, le seul pouvoir que j'ai dans le médico-social, c'est de prononcer l'admission. C'est mon pouvoir régalien, le premier et le dernier. C'est moi qui dis qui rentre chez moi. Qui rentre chez moi? La loi me dit celui qui a le bon papier. Celui qui a le bon papier, c'est tout. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, comme on n'applique pas la loi, qu'est-ce qu'on va faire? Les pouvoirs publics, de concert avec les associations, vont commencer à inventer. Et là, ça devient assez rigolo d'un point de vue extérieur. On va m'inventer la réponse accompagnée pour tous. On va m'inventer le zéro sans solution. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, il y a aujourd'hui environ 3500 mineurs en situation de handicap qui n'ont pas les places qui leur sont dues, je vais agiter 3 billets de 100 et dire à ces gentils opérateurs, qui c'est qui veut du petit Kevin que personne n'en a jamais voulu? Et tout le monde vient manger à la gamelle. Vous en êtes là. Ça, c'est l'affaiblissement du modèle associatif. La réponse accompagnée pour tous,
la logique de plateforme, ce n'est ni plus ni moins que la déconstruction d'un modèle social. Il faut clairement que vous en ayez conscience. Dans la fonction de direction, si vous êtes dans une relation de soumission vis-à-vis des pouvoirs publics et de soumission vis-à-vis de l'autorité administrative, c'est là, effectivement, que vous allez rentrer en souffrance ou, et c'est une solution que j'entends tout à fait d'un point de vue humain et personnel, dans une posture de gestionnaire. Et dans ces cas-là, la césure est simple, et à mon avis, je suis un modèle perdant, puisque tous les diplômes sont des diplômes désormais de gestionnaire et non pas de penseurs de l'action sociale. Elle est là, la césure de fond, en termes d'action sociale et de politique publique. Donc cet article de loi, qui est relativement simple, il a pour objectif de démontrer la dissension terrible qu'il y a entre les discours politiques de bien-pensance et les réalités sociales quand il s'agit d'octroyer des crédits. Et donc l'incapacité du prestataire à dire le marché n'est pas équitable. Le marché n'est juste pas équitable. Et le bénéficiaire ne doit pas être la variable d'ajustement d'une loi de finances. Ce n'est pas normalement dans la philosophie d'une relation d'aide. On aide ou on n'aide pas. Mais la force d'avoir basculé dans la logique de l'action sociale, c'est qu'à partir du moment où je fais une action, je peux la tarifer, quand bien même l'action est inutile, voire négative. C'est la force du système actuel. C'est l'évolution des politiques publiques qui fait ce mécanisme-là. Ça a pris vraiment un socle juridique très fort avec la loi du 2 janvier 2002 et la logique de la contractualisation de l'action sociale. C'est-à-dire que ça n'a posé problème à personne dans le secteur du handicap et de l'exclusion de se dire « je vais contractualiser d'égal à égal avec un être faible et sans ressources ». Ça va marcher comme sur des roulettes. Personne ne s'est posé que la question simple et évidente de la logique du consentement. Comment recueillir le consentement d'un polyhandicapé? Comment recueillir le consentement d'un MNA ne maîtrisant pas la langue française? Comment recueillir le consentement d'une personne âgée en EHPAD? Ah! Le législateur est intervenu dans ce cas très précis. C'est assez rigolo. Le législateur, puisque des polémiques enflées sur les admissions en EHPAD sans le consentement de la personne âgée dépendante, est intervenu sur la loi vieillissement de 2015 et a mis un petit cavalier législatif dans le contrat de séjour en précisant que pour ces établissements-là et pour ces établissements-là seulement, l'admission de la personne âgée devait être précédée d'un entretien personnel entre le directeur et la personne âgée. Il y a bien qu'un énarque qui peut penser que ça va marcher comme ça. Évidemment, pas un directeur d'EHPAD ne le fait. Il faut être clair. Donc, le fait d'annoncer des politiques publiques de maintien à domicile, le fait de sacraliser le consentement d'un faible sans se poser la question fondamentale du recueil du consentement et de sa volonté, fait échec à ces dispositions dans leur essence. Et c'est ça le mécanisme de la contractualisation. Alors, après, moi je ne connaissais pas ce secteur il y a 20 ans, je l'ai découvert avec, dans toute son entièreté. Vous avez aussi une faculté à refuser les réalités. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire la contractualisation de l'action. Et moi, effectivement, vu ma formation, un contrat, je voyais à peu près ce que c'était, des objectifs, des prestations, un accord de volonté, libre, non faussé, une durée, etc. Eh bien, ça a pris des proportions chez vous assez surréalistes. C'est-à-dire que le contrat, qui était un contrat socle, en fait, qui était binaire, c'est-à-dire on va à terme vous tarifer des prestations en fonction des objectifs, que vous les ayez atteints ou pas, on s'en fout du moment que les prestations sont délivrées, vous en êtes arrivé à construire des logiques de projet qui sont le reflet théorique de la volonté de l'autre, mais qui n'ont rien à voir avec la contractualisation qui, elle, nous engagerait. Ça, c'est juste méconnaître l'organisation judiciaire française. C'est-à-dire, vous pouvez appeler tableau, peinture ou projet, le juge qualifiera l'écrit en fonction de sa nature juridique. Donc, et ça a occupé des gens, et ça occupe encore des gens, hein, quand je vois, c'est assez surprenant, quand on parle de projet, que ce soit un plan personnel de scolarisation, que ce soit un PAC, un projet d'accompagnement global, que ce soit un PPE, que ce soit un projet pour l'enfant, un département, peu importe la nature de l'appellation, il s'agit de la rencontre de deux volontés, ou trois, selon la nature des documents, qui sont l'essence même d'un contrat,
qui entraîne donc des obligations de réciprocité. Donc il va falloir sortir un jour aussi de ce fantasme, recentrer les équipes sur le travail effectif, qu'elles se posent beaucoup moins de questions sur les attentes présupposées de l'autre, et s'atteler à la logique de prestation. Pourquoi il va falloir le faire? Un, parce que je vais gagner du temps réel, effectif, en ETP sur l'accompagnement. Et deux, parce que face aux financeurs, j'aurai beaucoup plus de pertinence. Parce que les prestations que j'aurai mentionnées seront réalisées et timées. Ça, aujourd'hui, discuter ce principe, c'est trop tard pour moi. Aujourd'hui, le directeur, il va être obligé, s'il ne l'a pas déjà fait, de sortir du fantasme du projet, de l'accord de l'autre, et d'accepter une vision, j'allais dire, tayloriste du travail. Qu'est-ce qu'une visite à domicile? Combien ça prend de temps? Quel type de public? Pourquoi? Parce qu'à la fin, il faudra aller chercher des sous. Et c'est ce mécanisme-là qui est en train de se mettre en place, où les plus performants l'ont déjà saisi. C'est le mécanisme. C'est le point vraiment fondamental de la logique de la contractualisation. Voilà. Le verre est dans le fruit pour moi en 2002. C'est une évidence et ça n'a fait que s'aggraver après. Autre exemple, la territorialisation de la protection de l'enfance, qui est quelque chose quand même qui remonte aux années 80, qui est donc par nature source même d'inégalité en fonction des territoires et des ressources des territoires par rapport au public accueilli, aujourd'hui fait l'objet de points de crispation qui sont assez surréalistes. Voilà. Personne, je n'entends personne dans une tribune quelconque dénoncer la faillite du système français de protection de l'enfance. Personne. On me parle de réforme, on me parle d'ajustement, on ne me parle pas de faillite d'un système. J'animais l'opposabilité des conventions collectives au niveau de la PJJ. Inutile de vous dire la technicité du sujet, c'est-à-dire qui paie quoi. J'ai eu la chance, parce qu'il s'était perdu à mon avis, il était inscrit mais c'était pas, d'avoir l'administration centrale, donc celui qui signe les décrets, et de mesurer l'écart qu'il y a entre la pensée de l'autorité centrale et la réalité de terrain. Ils ne croyaient pas les opérateurs quand on leur disait que les centres éducatifs fermés, qui sont la marotte des pouvoirs politiques, puisque ce sont les anciennes maisons de correction, ni plus ni moins, sont une faillite. 30% de population étrangère salariale, non diplômée. Pas un éducateur PJJ dans un seul CEF. Pas de résultat, pas de calibrage économique. Alors où on me dit que toute prestation doit être l'objet d'un résultat et d'une analyse, zéro. De l'incantation. Le petit Manu, il va en faire 20 de plus. Elle est là la réalité sociale. C'est-à-dire que quand le modèle est mauvais, normalement, les opérateurs économiques que sont les associations auraient dû lever la main et le dire. Non, monsieur, ce n'est pas un bon modèle. Le modèle socio-éducatif que vous prenez en maison de correction de CEF ne fonctionnera pas à de rares exceptions près. C'est-à-dire isolement rural, activité, enfin, il y en a 2 ou 3 effectivement qui fonctionnent, qui sont toujours mis en exergue à juste titre, mais ce n'est pas la majorité du genre. Pour vous donner un ordre d'idée à titre anecdotique, la PJJ a financé sur la campagne 2018-2019 2 CEF sans un seul enfant. 2 CEF sans un seul enfant. Voilà, 2,3 millions de budget brûlé sans un gamin accueilli. Elle est là la réalité des politiques publiques. Donc moi je veux bien qu'on me parle de responsabilité économique des opérateurs, mais d'abord il y a un prescripteur. Et le prescripteur, il faut aussi, dans une logique de prestation de service, être en capacité de le mettre face à ses incuries, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, ceux qui prennent les CEF, c'est les gros groupes. Ce n'est plus les petits opérateurs. Pourquoi ils les prennent? Parce que ce sont des mannes économiques monstrueuses. C'est 650 € de prix moyenne de journée avec du personnel non diplômé. Je vous laisse apprécier pour ceux qui travaillent dans notre structure. C'est ça. Et sans aucune obligation de résultat. Cela va de soi, bien évidemment. Donc ça, c'est, à titre d'exemple encore, le mécanisme même de la construction de la protection de l'enfance à la française, avec, évidemment, des ruptures de territorialité. Cela va de soi, puisque tous les territoires n'ont pas les mêmes ressources. Donc, selon que vous êtes mineur en Seine-Saint-Denis
ou au fin fond du Luberon, ben, vous n'aurez pas les mêmes qualités d'accompagnement et les mêmes taux de prise en charge et d'accompagnement. Donc ça, c'est le mécanisme. Mais, bien entendu, le secteur a pris le mythe de la protection de l'enfance et de l'enfant sujet de droit pour balayer d'un revers de main toutes ces objections en disant non, non, mais nous, on considère l'universalité des droits de l'enfance, qui est à mon avis une hérésie sans nom, mais c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Ça ne dérange personne en France qu'un mineur coûte à moyenne pondérée en MEX 165 €, que le même mineur non accompagné coûte 60 €. Puisque l'universalité des droits, je l'ai compris en fait, c'est relatif. Il a les mêmes droits s'il a des papiers. S'il n'a pas des papiers, il a moins d'accompagnement. Et les pouvoirs publics feignent de découvrir les hôtels sociaux, les mesures de placement d'urgence, etc. Ça, c'est parce que le contre-pouvoir associatif qui existait dans les années 70 est mort. C'est juste ça. C'est que moi, sous-traitant, moi, directeur d'établissement qui rend un service à l'État, je ne suis pas en capacité de lui dire non, je ne rendrai pas ce service-là. Je ne le rendrai pas, ou du moins, je ne le rendrai pas à ce prix-là, ou à ces conditions techniques-là. C'est ça que ça souligne. Ça souligne bien le délitement du lien social interassociatif et l'absence de projet global. C'est ça la problématique de fond de l'action sociale telle qu'elle est. Bien évidemment, ça a été renforcé au niveau du cadre juridique, et ça aussi, il faut être très clair là-dessus, par la directive de ce qu'on appelle sur les SIEG, le plombier polonais, c'est-à-dire les services d'intérêt généraux. L'Union européenne a une vision extrêmement claire et lucide, c'est un secteur marchand. À partir du moment où un secteur marchand, c'est un marché libre et non faussé, et ça en subit donc les conséquences. Assujettissement aux impôts, principe de libre concurrence, appel à marché, etc. Ça s'est traduit comment? Ben, ça s'est traduit notamment par le renversement structurel de la logique de l'action sociale, puisqu'avant, le territoire avait des opérateurs, ces opérateurs faisaient émerger un besoin, supposé au réel, ça passait en commission, qui vérifiait, certes il y avait des lenteurs administratives, certes il y avait des passe-droits, comme tout système, mais la demande émanait du terrain. On passait sur des, à l'époque ça s'appelait des fenêtres, c'est-à-dire on passait sur des fenêtres d'autorisation ou d'agrément, et on était retenu ou pas retenu si on était pertinent en fonction du besoin. L'État, au travers de la loi Hôpital Santé Patient Territoire, a inversé la logique. Un appel à projet, ça s'appelle un appel d'offres. Et un appel d'offres, celui qui l'en prend, c'est toujours le moins disant, quoi que tout le monde vous en dise. Même si le critère économique fait 30% et la pertinence de l'action sociale fait 60%, les statistiques sont implacables. C'est le groupe SOS qui gagne. Le groupe SOS ou un autre, je vous mets à l'aise. Mais l'essor du groupe SOS et l'intelligence de Borrello dans la construction de l'action, c'est qu'il a senti l'évolution des politiques publiques. C'est une assoce qui est passée au milieu des années 80 de 200 salariés à plus de 20 000 aujourd'hui. On peut en penser ce qu'on en veut. Le modèle économique qu'il a prôné, c'est le modèle qui gagne aujourd'hui sur les politiques publiques. Il a compris que c'était la logique marchande qui prévalait au-delà du reste. Ça ne veut pas dire je ne connais aucun avis sur ces politiques menées, parce qu'il a, quand on parle d'un groupe SOS, en fait, c'est 3 associations distinctes, œuvrant dans des champs différents, y compris à l'international, dont je n'ai aucune lecture d'ensemble. La seule intelligence qui, pour moi, est supérieure de ce monsieur, c'est qu'il s'est défait de la contrainte économique, c'est-à-dire que lui, ce n'est pas un simple prestataire. Lui, il vient et le pouvoir public dit « merci monsieur ». La différence, elle est là. Il dit « merci monsieur » et je pèse de tous mes mots. La Cour des comptes s'est penchée 2 fois sur le groupe SOS, a émis 2 rapports défavorables et rien n'a changé. Donc ça veut bien dire qu'il a compris que s'il rendait un service, le prestataire, il avait une valeur de partenaire. Et non pas de majeur protégé, puisque vous me parlez tous d'autorité de tutelle. Si vous avez une autorité de tutelle, c'est que vous êtes des majeurs protégés. Si vous êtes des majeurs protégés, c'est que vous n'avez pas toutes vos facultés. C'est la définition même de la tutelle, je me permets de le rappeler. C'est que vous avez une altération définitive de vos facultés mentales qui vous empêche d'exercer les actes de la vie civile normale. C'est pour ça qu'on vous a mis un tuteur. C'est passé un langage commun, mais sans que ça gêne personne. Hein. C'est passé comme ça. Il me semble que moi, prestataire, dans mon métier d'avocat, je suis un prestataire. Je n'ai pas un tuteur. J'ai un client, à la limite. Ça, oui, comme vous.
Mais c'est un client et c'est une relation marchande, et pourquoi pas? Mais je ne suis pas sous la tutelle. Je suis sous le contrôle de mon ordre, mais un contrôle disciplinaire, mais ça, d'accord, comme n'importe quel système. Mais il n'y a pas de logique de tutelle. La logique de tutelle économique s'est imposée de manière rampante sans qu'elle ait été remise en question par quiconque. C'est ça, les problématiques des évolutions des politiques publiques. Et ça a des conséquences au niveau du travail social et au niveau de la fonction de direction, c'est que les travailleurs sociaux, à tout le moins les anciens systèmes, ils refusent cette logique de prestation. Et le directeur, lui, il est tiraillé entre les obligations légales, contextuelles, contractualisation, facturation, etc., et le travailleur social qui a intimement raison, qui dit « mais moi, je ne marchandise pas ma relation d'aide. Moi, si la visite à domicile, c'est 1h15, je prendrai 1h15. J'en ai rien à faire que vous m'expliquiez que c'est 25 minutes. » Et le directeur, qui a un peu d'éthique, il va être en grande difficulté pour normer ça. En disant « mais non, ce n'est pas possible, vous êtes trop long. » Parce qu'en fait, celui qui a été formé nouvelle génération et qui a accepté le système, lui, on lui a dit 20 minutes, il fait 20 minutes et il s'en va. Mais les vieux, ils ne vont pas partir. Sauf que les vieux, c'est ceux qui ont le plus d'expérience, c'est ceux qui ont le plus d'analyse, normalement. Et cela crée des dissensions dans le groupe. Et si le vieux est dominant, il va tordre le faible, le nouveau, et donc, même s'il a été très bien formé, plutôt formaté au niveau des IRTS, il n'en demeure pas moins qu'au bout d'un an, il est rentré dans le moule. Et c'est ce mécanisme de dissension qui crée après, effectivement, les problématiques de droit du travail que j'aborderai dans un second temps sur les RPS, la pénibilité, etc. Sauf que la fonction de direction, elle est là. Si le directeur n'est pas un pôle qui éclaire les politiques sociales en disant « voilà le cadre tel qu'il nous est imposé, voilà notre projet tel qu'il est à nous », un vrai projet, avec des idées, des exemples, des illustrations concrètes. Voilà ce que nous ferons, voilà ce que nous ne ferons pas, ça crée du lien, ou au contraire, ça va créer une dissension. Et c'est là que ça devient plus difficile en termes de gestion d'équipe. Bien évidemment, le mantra de Philippe Basse à l'époque, qui était de concentrer les opérateurs économiques associatifs sous réserve, bien entendu, de gains de productivité, s'est réalisé. Les associations, dès qu'on leur a dit « mangez-vous entre elles », il n'y a pas eu de difficulté, elles l'ont fait. Évidemment, aucun gain de productivité, bien au contraire, puisque création de sièges, distension de chaînes hiérarchiques et perte de la fonction de direction. On y reviendra sur le troisième temps, il y a des clés quand même pour restaurer ces mécanismes-là. Donc une perte de sens, une compression économique, et une compression économique qui est en train de s'accélérer via ce qu'on appelle les CPOM dits à caractère obligatoire, c'est-à-dire ceux qui vont toucher toute la dépendance, tout le handicap, et qui, à terme, parce qu'il n'y a pas de raison structurelle que ça n'y arrive pas, tout le champ social au sens large. Il y a un article, je crois, dans Actif, ou je ne sais plus où, j'ai vu un avocat qui dit « Ah, les dangers du CPOM ». Ah ben, c'est gentil, mais on les connaît, les dangers du CPOM. Le danger, c'est qu'il est à caractère obligatoire. Le danger, c'est que si je refuse de signer un CPOM, je m'expose à une tarification unilatérale de mon fonctionnement. Donc le C de CPOM n'existe plus. C'est une fixation pluriannuelle d'un prévisionnel de dépenses. Les vrais débats seront, si les associations le décident, de contester, et ça n'a pas été le cas, de contester la légitimité même du texte, c'est-à-dire de dire qu'il n'est pas constitutionnel car il est illégal, car il est contraire au principe de 241.6, c'est-à-dire l'opposabilité des dépenses strictement nécessaires. Et ça n'a pas été fait. C'est le premier point. Et le second point, c'est sur, éventuellement, des évolutions et une concertation de masse pour qu'il y ait des contestations tarifaires sur des CPOM qui seraient mis en recul économique et qui ne permettraient pas, bien entendu, de faire face à la prestation de services. Je ne parle pas de structures surdotées qui ont thésaurisé, hein. Je parle d'opérateurs loyaux économiquement. C'est un autre débat. Là, parmi vous, il y a des riches et il y a des pauvres. Il y a des riches qui sont très riches, et ça ne me dérange pas qu'on les appauvrisse. Il faut être clair aussi. Ça dépend du passé associatif et de ses cultures. Tout ça, bien entendu, s'est traduit dans la fonction de direction par, et ce n'est pas un hasard, le dernier décret d'application de la loi du 2 janvier, qui est un décret de février 2007, qui pose l'obligation de qualification de directeur. Et là, on a fermé la boucle
de l'uniformisation des pratiques, puisqu'on a imposé aux directeurs d'établissement, qui, pour la majorité, sur le sondage IGAS, parce qu'à l'époque c'était l'IGAS, ça s'appelait comme ça, de 2004, constataient que plus de 50% des directeurs d'établissement n'étaient pas titulaires de niveau 2 ou niveau 1, ancienne nomenclature, devenue 6 et 7, nouvelle nomenclature. Donc, obligation de diplôme, explosion des demandes. Que demandent les autorités pardon, du diplôme? Quelle est l'injonction? Ils sachent bien compter le monsieur. On fait des directeurs gestionnaires, la boucle est bouclée. Et là, aujourd'hui, l'immense majorité des formations, quand on regarde le contenu pédagogique de la formation, sont axées sur le contrôle budgétaire et économique. C'est fait pour moi. Voilà. Sans que ça n'ait posé de problème à personne. Voilà le système et l'évolution vue d'ensemble des politiques publiques en ce qui concerne la problématique de l'action sociale. Seconde thématique, l'évolution du droit du travail. Fondamentale dans la société moderne actuelle, puisqu'on est passé d'une obligation de résultat sur la sécurité qui a émergé milieu-fin des années 80 en disant maintenant on va renforcer l'obligation de l'employeur sur l'intégrité physique, dans un premier temps physique de l'individu. On a prôné l'obligation de sécurité des résultats. Petit à petit, ça a dérivé. On s'est interrogé sur, pour moi, quelque chose qui était fondamental au niveau d'un enjeu sociétal et qui a été malheureusement abandonné, la question de la pénibilité au travail. Un travail, c'est nécessairement pénible, mais les partenaires sociaux et l'État n'ont pas pu se mettre d'accord, sauf, bien entendu, les 6 critères de pénibilité hyper restrictifs là-dessus. Donc il y avait vraiment un enjeu de société qui a été raté. Celui-là, la pénibilité était importante. Derrière, il y a eu la marotte des années 2010-2015, les RPS, ou la prévention des risques psychosociaux. Et là, maintenant, on en est à la QVT. Donc ça ne m'inquiète pas plus, moi. Je vous mets à l'aise. On trouvera une marotte dans 5 ans, tout ira bien. Ils ont un baby-foot, une machine à café, on a fait de la QVT. Donc ça, il faut bien comprendre l'évolution structurelle. Le contrat de travail, je vais simplement vous rappeler ce que c'est juridiquement. C'est le professeur Revet, dans les années 80, qui l'a théorisé et sa définition a été retenue comme telle. C'est un contrat de louage, d'ouvrage. Je loue ma force de travail à un maître. Et ça se caractérise par quelque chose de très clair, le lien de subordination. C'est-à-dire que ma force de travail, pendant 35 heures, je n'en dispose plus. Et ce lien de subordination, qui est l'essence même de la relation de droit du travail, aujourd'hui, interroge la société à juste titre. Puisqu'un salarié qui exécuterait une tâche et qu'il estime inutile, risque d'interroger sa chaîne de direction, risque d'interroger le sens, va se mettre en arrêt maladie et va poser des difficultés. Donc on est vraiment sur une crise, aujourd'hui, du lien de subordination qui est l'essence même du droit du travail. Mais le problème du milieu associatif, c'est surtout qu'il n'a pas perçu l'évolution du marché du travail dans son cadre législatif. C'est ça qui m'inquiète le plus. Pour vous donner un ordre d'idée, le secteur associatif a une vision terrifiée de la rupture du contrat de travail. Un contrat de travail, c'est un bout de papier, hein, pas plus, pas moins. Première cause de fin d'un contrat de travail à durée indéterminée, la démission, 800 000. Deuxième cause, la rupture conventionnelle, le divorce à l'amiable de Sarkozy, 500 000. Tout autre type de mesure de licenciement, 100 000. Motif disciplinaire, 10 000. Contentieux au niveau de l'OCDE de la France, 8 pour 100 000 contrats. Moyenne des contentieux de l'Europe, 12 pour 100 000 contrats. On a pacifié nos relations sociales, contrairement à ce que vous pensez. Et ça, c'est terrible que le secteur associatif ne se soit pas rendu compte. Qu'il y a encore des conseils d'administration arriérés, et je pèse mes mots, qui sont contre la rupture conventionnelle au motif de, s'il n'est pas content, il démissionne. Ça ne lui a pas traversé l'esprit au vieux monsieur de se dire que dans la relation d'aide, si je maintenais quelqu'un qui ne voulait plus travailler, ça allait poser des problèmes assez rapides. Il n'a pas regardé ces tableaux d'inaptitude et ces positions de principe, sous réserve qu'elle ferait un appel d'air. Mais même si ça fait un appel d'air, si j'en ai 20 demandes, je vais peut-être m'interroger sur mon modèle. Ça veut dire qu'effectivement, mon modèle n'est pas le bon.
Et je vais peut-être réunir mon CSE et voir ce qu'il faut faire pour améliorer la condition de ces salariés-là. Donc le premier point d'ancrage, ça a été 2008. La rupture conventionnelle aurait dû normalement être généralisée dans votre secteur d'activité. Par exemple, la PJJ, dans une circulaire de 2009, accepte les ruptures conventionnelles. C'est-à-dire que quand je suis un établissement financé PJJ, il n'y a aucune difficulté pour la prise en charge de la dépense du groupe 2. C'est fait, c'est acté. Et c'est logique. Et le législateur y est allé plus loin, puisqu'il a réformé, par le biais des ordonnances Macron, qui était vraiment le leitmotiv d'Emmanuel Macron là-dessus, c'est-à-dire calibrer économiquement le risque de contentieux. C'est fait. C'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois avoir dans ma fonction de direction une analyse froide. Un salarié pose difficulté, je dois être en capacité de le calibrer économiquement et de m'en séparer, parce qu'il y aura toujours un gain à se séparer d'un salarié qui me fait dysfonctionner, quand bien même il y a un risque économique qui est maintenant mesuré. Mais ça veut dire qu'effectivement, je ne suis pas empathique. Moi, je suis empathique, mais vis-à-vis du faible, pas vis-à-vis du salarié que je paye. La différence, elle est fondamentale en ce qui me concerne. Moi, je regarde la prestation de service rendu et surtout le bien-être de l'autre. Et à partir du moment où un individu dysfonctionne dans ma chaîne et il fait dysfonctionner l'autre, je n'aurai pas d'état d'âme. Et la logique économique, moi, mais à peu près différente, en fait. Je n'ai pas de souci avec ça. Ce n'est pas le cas du modèle associatif. Le modèle associatif, ils vont faire une réunion, 2 réunions, on va demander au DG, le DG va demander au DRH, le DRH va trembler, le DRH va dire « il manque un élément, il faudrait peut-être qu'il répète un peu plus, est-ce qu'il était vraiment alcoolisé ?» Et derrière, ça va monter en conseil d'administration, pour peu que ce soit le neveu du président. Vous comprenez bien qu'on ne peut rien faire. Donc c'est ça. Et du coup, l'idéal social, il n'y est plus. Du coup, le travailleur social de base qui s'engage au départ, il a quelques croyances. Comme moi, quand j'ai embrassé la profession, j'avais des croyances. Je les ai perdues, mais j'en avais au départ. Le but du directeur, c'est de les maintenir le plus longtemps possible, ces croyances, pour enclencher une adhésion de groupe. C'est ça la finalité. Or ça, l'évolution du droit du travail, elle est fondamentalement favorable aux équipes de direction. Je dis bien fondamentalement favorable. Et il n'y a pas besoin de licencier à tour de bras, contrairement à ce que vous pensez. Il y a besoin de 2 exemples. Ça s'arrête spontanément après. Ça s'arrête spontanément. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas été fait. Alors qu'on est passé quand même, je le rappelle, d'une autorisation administrative de licencier à la fin des années 70, c'est-à-dire que quelle que soit la nature du licenciement à la fin des années 70, il fallait que l'inspection du travail soit d'accord, à une simple rupture conventionnelle. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas libéralisé le marché du travail. On est même poussé la caricature jusqu'à dire combien économiquement ça allait nous coûter. Donc on l'a accepté, la marchandisation de la relation de travail, c'est fait. Il ne faut pas se poser de questions là-dessus. C'est un outil que les associations doivent nécessairement intégrer, à mon sens, dans la politique managériale. C'est ce qui fera le corps de vos équipes. C'est la base même. Bien évidemment, pardon, je le répète, j'ai su un test négatif. Bien évidemment, la branche, la basse, ce qu'on appelle la basse, est demeurée, elle aussi, complètement inerte face aux réformes. Puisqu'en 2016, on a enclenché, au travers de la loi El Khomri, une réforme structurelle, c'est-à-dire que la loi est désormais supplétive dans le Code du travail, à de rares exceptions près où elle est impérative, et elle laisse à la branche 80% de la relation contractuelle aux partenaires sociaux. Il me semble qu'on peut difficilement faire mieux. Les qualifications, c'est la branche. Les classifications, c'est la branche. Les salaires, c'est la branche. La prévoyance, c'est la branche. La mutuelle, c'est la branche. Les CDD, c'est la branche. Pardon. Et il ne s'est rien passé. Il ne se passe rien. Aucun effort social de négociation. J'ai vu que Eureka, pardon, les accords CHRS étaient fondus dans la 66. Super. 15 ans de négociation pour arriver à ça. Donc voilà, il y a aussi un problème systémique dans la représentation de la branche au niveau pardon, de l'application du droit du travail. C'est un mécanisme qui est là. Dernier point, décidément, pardon. Si vous avez un peu d'eau, c'est possible. Pardon.
Dernier point qui a été évoqué par mon prédécesseur, c'est les nouvelles formes de travail. Vous avez deux solutions, soit vous les prenez en défiance, soit vous les prenez en confiance. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un directeur d'établissement se trouve confronté à des gens qui ne veulent pas de relations contractuelles à durée indéterminée. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont très compétents, qui ne veulent pas du lien de subordination. Il est où le problème? Il est où? Il est où le problème? Le problème, c'est qu'il va falloir expliquer aux financeurs que le groupe 2, ce ne sera pas de la relation salariale, exclusivement. Que ça peut être de la prestation de service. Que, bien entendu, les obligations de contrôle, de qualification, de casier seront respectées, mais que l'essence même de la relation ne sera plus le lien de subordination. Et là, vous allez peut-être trouver des opérateurs qui vont accepter de travailler parce qu'ils n'auront pas sur eux la contrainte de... Merci. C'est la maladie. Super. Merci. Parce qu'ils n'auront pas, à tout le moins mentalement, la charge du lien de subordination. Et donc, on aura peut-être des gens qui travailleront de manière plus performante ou à moins plus libérée et qui seront aussi un facteur de contre-pouvoir sur une association dysfonctionnante parce qu'ils n'auront pas ce lien de soumission que les autres opérateurs ont. Donc, effectivement, il y a des nouvelles normes de travail, c'est vrai, mais en quoi elles seraient négatives pour le secteur, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout pourquoi je devrais refuser qu'un prestataire de service fasse des visites à domicile à lieu et place d'un travailleur social sous lien de subordination. Je ne vois pas pourquoi une prestation d'aide à domicile ou une prestation socio-éducative devrait nécessairement se faire dans un service encadré par le lien de subordination. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, les jeunes sur le marché du travail, ils ont quand même compris certaines choses. Ils ont compris que la retraite, c'était un mythe. Hein. Ils ont compris qu'ils ne travailleraient pas à 44 ans. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent prendre de l'argent. Ils refusent ce qu'on appelle en droit la créance de salaire différé, c'est-à-dire le précompte opéré sur les caisses de retraite. Ils le refusent. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais on doit respecter leur choix. Eux, ils disent, moi, je préfère toucher mon argent maintenant, plutôt que de le toucher à 65 ans. Elle est là, la réforme. Ni plus ni moins. Parce que là, moi, j'ai fait des simulations, je vous le fais à euro constant. C'est-à-dire, je paie, on va économiser juste sur les créances de salaire différé, hein, c'est tout. C'est-à-dire, le travailleur indépendant sera mieux payé, non pas sur le coût entreprise, mais sur son coût bénéfice à lui. C'est-à-dire, ça va me coûter 100 dans les deux hypothèses, sauf que 100 salarial, ça va lui faire 45 net, 100 indépendant, ça lui fera 62. Ils en sont là, les gens, ils n'en sont pas ailleurs, ils regardent ça, juste. Ils regardent juste ça. Donc, pourquoi se priver de l'évolution du système sous prétexte que ce ne serait pas dans l'esprit du travail social? Je ne pense pas que ce soit effectivement la bonne solution à ce niveau-là. Donc une évolution du travail social qui n'a pas été maîtrisée dans le secteur associatif, qui fait des points de friction qui ne sont pas, à mon avis, entendables aujourd'hui d'un point de vue du droit. Enfin, et c'est le troisième point de mon intervention, c'est l'évolution du droit de la responsabilité. Le droit de la responsabilité, en matière juridique, c'est deux aspects essentiels, hein, un aspect de responsabilité civile, un aspect de responsabilité pénale. Je mets de côté volontairement l'aspect droit administratif. Comprendre ce qui s'est passé dans notre société est extrêmement important en matière de responsabilité. Les règles qui régissaient le droit de la responsabilité ont prévalu de Napoléon, 1804, à 1991. Ça veut dire qu'a priori, elles étaient pas mal, les règles, sur la responsabilité civile. La responsabilité civile, elle était fondée sur un principe extrêmement simple, la responsabilité pour faute. Je suis responsable de ma faute, au sens catholique du terme, et j'en paie les conséquences. Cohabiter à côté de ce régime, un régime dit de responsabilité spéciale, fondé sur l'absence de faute. Ce régime de responsabilité sans faute était très limité, il touchait les enfants, pardon. C'est-à-dire que les parents étaient responsables des enfants sous cohabitation, les employeurs de leurs salariés et les propriétaires de leurs animaux. Donc, 91, c'est une bascule terrible pour votre secteur associatif. 91, c'est la Rébliec, c'est un travailleur en ESAT qui met le feu
pour des raisons qui lui sont propres, qui met le feu à une propriété de Belge, à l'espèce. Et il y a ce qu'on appelle une bascule de jurisprudence. On a érigé le principe de la responsabilité sans faute, pour les personnes dont on a la garde. Et on a considéré qu'un travailleur en ESAT, en CAT à l'époque, les CAT du Limousin, que le CAT avait la garde du travailleur handicapé. À partir de là, la machine est lancée. Pression sur des logiques de responsabilité sans faute, sur des logiques de garde. Deux conséquences majeures: privation de liberté pour les bénéficiaires, assurance du risque. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'une logique de responsabilité individuelle à une logique d'indemnisation des victimes. Notre société aujourd'hui, elle n'accepte plus qu'une victime ne soit pas indemnisée. On en est là. On a créé le fonds de garantie automobile pour les accidents de la route, avec l'assurance obligatoire, loi Badinter. On a mis en œuvre la CIVI, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, pour que les victimes, on a mis le fonds garantie attentat, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre société occidentale, elle n'accepte pas qu'une victime ne soit pas indemnisable. Et c'est quand même assez terrible de penser qu'on puisse réguler le risque jusqu'au bout. Et c'est pourtant notre volonté sociétale. Un exemple caricatural en matière de responsabilité pénale. En matière de responsabilité pénale, il y a un principe intangible en ce qui me concerne. On est responsable pénalement que de son fait, premier point, et si bien entendu, je n'ai aucune altération de mes facultés mentales. C'est un principe intangible, on ne juge pas les fous. Le débat sur l'affaire Halimi, les 2 mois derniers, révèle bien l'impuissance des pouvoirs politiques à mettre à distance l'opinion publique là-dessus, où il parle d'une réflexion éventuelle. Il n'y a pas de réflexion à avoir. Le fait qu'il ait pris des produits stupéfiants ou pas est sans effet. Au moment de l'événement, il n'était pas en pleine conscience et il ne peut donc être déclaré responsable. Elle est simple, la règle. Et pour autant, on l'interroge sans cesse. Parce qu'on est vraiment dans des logiques où on considère que la victime, qui a souvent été le parent pauvre, et il faut l'accepter, de la justice, est devenue aujourd'hui un acteur essentiel. Donc ça, cette logique, ce revirement de jurisprudence dans les années 90, Maïf, assureur militant, et surtout, restriction des droits et libertés pour les bénéficiaires, puisque risque zéro égale, on réduit les droits de la personne accueillie. Or, et c'est un problème de fond, il n'y a que très peu de contentieux de responsabilité dans votre secteur d'activité. Il faut être clair là-dessus. Donc, il y a une surreprésentation du risque judiciaire qui génère une moins-value des droits des personnes accompagnées. Voilà le constat que j'en fais. C'est-à-dire qu'entre Jean-Pierre, qui va prendre son scooter pour aller boire son coup au bistrot, ah non, il ne prend pas le scooter parce que s'il y a un accident, on ne sait jamais. Hein, s'il y a un accident, il y a un contrat, son contrat, il n'est pas sous ma garde, etc., etc. Mais aujourd'hui, la logique sécuritaire qui a été exacerbée sur la grille sanitaire avec les EHPAD. Avec les EHPAD, encore aujourd'hui. C'est-à-dire la liberté d'accueil des visiteurs, la liberté de sortir de la personne âgée, a été dans l'indifférence générale, fermée. Et le pire, c'est qu'elle a été fermée sans cadre juridique. C'est-à-dire que ce qui conditionne ma liberté d'aller et venir dans un établissement, c'est le règlement de fonctionnement. Vous pensez bien que les directeurs d'EHPAD, ils n'ont pas eu le temps de modifier leur règlement de fonctionnement. Hein. Donc il n'y a rien que le pouvoir régalien du directeur qui, à ce moment-là, a interdit. Ça s'appelle de l'arbitraire. Voilà. Il y en a qui s'en sont affranchis, d'autres pas. Ils ont fait des choix, effectivement, de liberté individuelle ou pas, sur les mécanismes. Je parle, bien entendu, pas du premier confinement qui a frappé tout le monde. De toute manière, papier ne pouvait pas sortir quoi qu'il arrive. Donc, mais comme tout citoyen, je parle bien de la seconde série du mois d'octobre-novembre, où là, on avait recouvré une partie de notre liberté d'aller et venir. Donc le mécanisme, il est là, une surreprésentation du risque judiciaire. Et je terminerai bien sûr par la problématique du champ des délégations. C'est-à-dire ce risque de responsabilité, il a été cadré normalement par la loi, c'est toujours pareil, c'est le décret de février 2007, sur le document unique de délégation. Et là, remagie du modèle associatif, comment d'un outil simple en droit en faire quelque chose d'inefficace et d'anxiogène.
je vous assure, c'est de la magie. Hein. Ça en est de la magie. Vous regardez les comptes rendus de Nexem, vous regardez les comptes rendus de l'Uriops, enfin, c'est de la magie. Alors, un contrat de délégation, je vais vous le dire très simplement. Un délégant, un délégataire. D'accord? Pas compliqué. Le délégant confie au délégataire une partie de ses pouvoirs, pas la totalité, le transfert est interdit. Donc ça, c'est basique. Vous voyez, ça vous paraît simple ce que je vous ai dit? Ben là, c'est déjà cuit pour vous. C'est déjà cuit parce que vous n'avez pas compris. Je vous ai transféré. Transférer, ça veut dire quelque chose en droit. C'est plus à moi. Quand je vous dis que vous avez droit de vie et de mort sur les salariés, c'est monsieur qui a droit de vie et de mort, c'est plus moi. Il ne va pas me demander la permission. Il ne me demande rien du tout. Pourquoi? Mais parce que je l'ai investi de la délégation de tuer les salariés. Il le fait. Or, vous avez des délégations magnifiques où on vous dit mais c'est du fonctionnel organisationnel avec des tableaux, délègue, décide, informe avec copie, apprécie peut-être. Non, non. Non, non. Moi, la lecture d'un document de délégation, je peux vous dire si vous êtes un directeur ou un chef de service. Hein. Je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Je n'ai pas d'état d'âme. Un directeur d'établissement qui ne recrute pas, qui ne licencie pas, qui ne sanctionne pas, qui ne gère pas directement son budget, ça s'appelle un chef de service. C'est clair pour moi. Donc la fonction de direction, elle s'interroge aussi à travers de cet outil. Et cet outil, c'est à l'embauche qui se négocie. Moi, je négocie plus mes délégations que ma rémunération. Parce que pas de délégation, pas de fonction de direction. Et cet outil méconnu, qui est pourtant à caractère obligatoire, qui a un effet juridique extrêmement clair, et qui est très limité pour moi, directeur d'établissement, parce que ma fonction, elle est simple. Quand j'ai accepté la délégation, qu'est-ce que je risque? Une responsabilité pénale personnelle. De toute manière, même sans délégation, ils m'attraperont. Donc je ne vais pas m'énerver avec ça. Je sais que quoi qu'il arrive, ils vont chercher à m'attraper. Donc autant mettre à distance le politique du technique par un document, et c'était l'objectif des pouvoirs publics, par un document extrêmement clair. Le problème, bien entendu, des constructions pyramidales, c'est que le DG, qui confie au directoire de pôle, qui confie au territoire, qui confie à qui veut, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus d'identification de la fonction de direction, c'est-à-dire celui qui, bêtement, décide. Celui qui va dire où on va, comment on y va et dans quelle temporalité. Ça, c'est un outil juridique, c'est facile à mettre en œuvre, mais par contre, c'est facile à mettre en œuvre soit dans la construction de l'association et de son modèle de gouvernance, soit à l'embauche, et à ce moment-là seulement. Bien entendu, afin de ne pas vous laisser sur une impression négative, quelques éléments techniques qui peuvent vous permettre de réfléchir éventuellement à la qualité de vie au travail. La première interrogation, c'est peut-être à mon sens, mais là elle est propre à une réflexion de l'ensemble des directeurs, c'est est-ce qu'il est aujourd'hui pertinent de continuer une action sociale sous modèle associatif? Je pense que le modèle est mort. L'association est un formidable outil juridique, mais je ne pense pas que l'association aujourd'hui soit adaptée à la logique de prestation de service, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il faudrait peut-être commencer à réfléchir à d'autres formes, à d'autres modèles, qui peuvent être de la coopération, de l'inter, du GIE, enfin, peu importe, mais éliminer effectivement l'amateurisme dans tout ce qu'il a de mauvais, et pour retrouver des opérateurs un petit peu plus dynamiques et réactifs. Donc pour moi, il y a une interrogation effectivement du modèle associatif comme modèle de sous-traitance de l'action sociale. Il y a un deuxième élément que je viens de vous évoquer, c'est établir des documents de délégation extrêmement clairs et limpides sur les chaînes de responsabilité pour éviter toute discussion à venir. Clarifier, bien entendu, et ça c'est un point clé en droit du travail, mais je l'aborde juste en termes de piste, c'est clarifier ce qu'on appelle la convention de forfait, c'est-à-dire que dans ce secteur, la branche a décidé que certains cadres, qui n'étaient pas assujettis à horaires préalablement établis, bénéficiaient, mais sans le dire, parce qu'à l'époque ce n'était pas aussi net, d'une convention de forfait jour, que vous appelez des jours RTT des fois, mais bon, ce ne sont pas des jours RTT. Ça, la branche, c'est à mon avis, un des travaux primordiaux à accomplir, c'est comment établir une convention de forfait pour des cadres non assujettis à horaires dans le secteur d'activité. Je me permets de rappeler qu'un directeur d'établissement qui travaille dans la 66 avec des mineurs travaille moins de 9 jours sur 2. Est-ce que c'est normal? Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez normal qu'un directeur de MEX travaille moins de 9 jours sur 2? Et c'est pas, il y est pour rien. Même si ça vous surprend, vous reprendrez vos tableaux. Hein. C'est 365 jours une année, il n'y en a pas plus. Hein.
moins 104 RH, moins 25 congés, moins 11 fériés, moins 18 trimestriels, moins 6 d'ancienneté, moins 23 RTT égale 182 jours travaillés, soit moins de la moitié. Donc au bout d'un moment, après que la charge réelle ou pas, quand on va parler de qualité de vie au travail d'un directeur, c'est l'intérêt d'avoir une convention de forfait négociée dans la branche, c'est qu'on va négocier de la charge de travail, de l'impression de charge de travail, et renégocier différemment, quitte à négocier une hausse, bien évidemment, de salaire, en contrepartie d'un allongement de la durée du temps de travail, au lieu d'avoir des CET, la construction de CET qui alourdissent les comptes administratifs, sans réelle clarté à ce niveau-là. Donc là aussi, c'est poser la question au niveau de la branche, du temps de travail d'un directeur, qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de ses missions, et quelle contrepartie en face en tirer. Dernier point, bien entendu, sortir de la logique de tutelle. Vous n'êtes pas des majeurs protégés. Donc au bout d'un moment, vous avez un prescripteur, et vous êtes celui qui réalise la prestation. Il va falloir assumer que c'est vous qui délivrez la prestation. Donc il y a une plus-value à ce que ce soit vous. Parce que si c'était l'État, ça lui coûterait plus cher et ce serait moins bien fait. Et donc, il va falloir être en capacité de rappeler à l'État que si le modèle français a choisi de déléguer au service associatif, c'est parce qu'il avait un gain économique. Et ce gain économique, c'est à vous de le démontrer. En protection de l'enfance, c'est facile sur les établissements publics, hein, je veux dire, ça parle tout seul. Donc, être en capacité de sortir d'un dialogue de gestion, de groupe 2, d'investissement, etc., en disant, non, mais le coût de la prestation, regardez, quand il est assuré par vos services étatiques, c'est ça. Quand c'est moi qui l'assure, il est là. Indépendamment de la qualité, qui en plus peut se discuter. Donc là aussi, changer peut-être et inverser les logiques. Un sous-traitant, ça doit aussi pouvoir démontrer la valeur ajoutée. Merci pour votre écoute.